Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons faire un point sur la situation du marché de l'assurance et vous donner toutes les clés pour bien gérer, pour réussir vos renouvellements de contrats en 2025. Alors il faut savoir que ce webinaire complète l'état du marché vu par Verspiren, document que vous pourrez télécharger à partir du 23 octobre. Au menu de ce webinaire, nous verrons donc comment se présentent les renouvellements de contrats pour l'année prochaine. Et puis nous ferons aussi un tour d'horizon plus approfondi des différents risques avec nos experts. Nous parlerons dommages aux biens et risques d'exploitation, responsabilité civile, risques cyber, contexte géopolitique oblige, nous parlerons des risques politiques pour les entreprises. Et puis cette année, deux risques sectoriels ont retenu notre attention, les flottes automobiles et les transports. Mais avant de passer en revue ces différents risques, voyons comment se présentent, dans quel contexte s'inscrivent ces renouvellements pour 2025 avec vous. Daniel Bobot, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur de la direction des services aux entreprises. Alors on peut dire que le marché est vivant et technique, mais que les assureurs quand même sont un peu pointilleux. Je crois que c'est bien résumé, en effet. Alors déjà, je remercie tous nos clients de se joindre à ce webinaire pour sa 3e édition. Alors oui, le marché s'ouvre tout en restant technique. Alors, je crois qu'il y a 3 points qu'on pourrait mettre en avant. Le premier, c'est que la plupart des compagnies d'assurance retrouvent leur marge et donc sont plus enclins à nous accompagner sur un certain nombre de risques. En revanche, la segmentation est très fine et en effet, les activités, et en fonction des activités, les assureurs choisissent les profils de risque sur lesquels ils veulent se positionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, force est aussi de constater qu'un certain nombre de problématiques continuent à structurer l'approche technique des assureurs. Le climatique, vous le savez bien, ne serait-ce qu'au travers de la surprime CatNat. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout ce qui touche aux grèves, émeutes, qui a touché la France métropolitaine, mais comme les dom-toms, de l'inflation continue qu'on observe sur un certain nombre de branches, comme l'automobile, que ce soit au titre de la réparation automobile comme du dommage corporel. La construction n'est pas épargnée aussi, avec les difficultés rencontrées par un certain nombre d'opérateurs. Et enfin, de manière plus ciblée, sur nos programmes, par exemple, responsabilité civile internationale, l'exposition automobile aux États-Unis est un vrai sujet. Le troisième point, qui lui est optimiste, c'est que la culture du risque et la prévention rencontrent de plus en plus un écho favorable au sein des entreprises qui progressent sur le sujet, et c'est justement l'ensemble de ces actions et de ces mesures qui sont menées qu'on met en avant auprès des assureurs pour obtenir les meilleures conditions possibles. Voilà quel est peut-être aujourd'hui, résumé rapidement, les points essentiels de cet état de marché 2025. Merci beaucoup en tout cas Daniel Bobot pour cet état des lieux. Alors je note que les assureurs restent exigeants, mais que malgré tout, il y a quand même des assouplissements comme une respiration dans certaines branches. Et dans ces circonstances, la première priorité de Verspiren, c'est d'accompagner les entreprises, quel que soit leur profil de risque, de négocier bien sûr les meilleures solutions. C'est ce qu'on voit avec nos experts. Et on démarre avec les risques dommages aux biens et pertes d'exploitation. Avec vous, Patrick Chantreau, bonjour, directeur des marchés. Bonjour Florence. Alors un point sur l'état du marché. Qu'en est-il des conditions de renouvellement des contrats pour l'année prochaine dans le contexte économique, politique et géopolitique que l'on connaît? En ce qui concerne les renouvellements, nous constatons plusieurs tendances importantes. Tout d'abord, les résultats du premier semestre de 2024 des principales compagnies d'assurance partagent tous des indicateurs au vert. Un chiffre d'affaires en hausse, un ratio combiné équilibré, voire amélioré. Des résultats qui confortent les assureurs sur la pérennité de leurs objectifs. Outre l'incendie, nous observons une forte vigilance des assureurs en ce qui concerne les risques géopolitiques, climatiques et économiques. En somme, une souscription prudente sur un marché fragmenté. Alors, les assureurs enregistrent de bons résultats, vous le dites. Malgré tout, ils revoient leur politique de souscription. Dans quel sens? Effectivement, certains assureurs ont revu leur politique de souscription et nettoient leur portefeuille.
D'autres diminuent leur part sur des activités sensibles ou bien fortement sinistrées. Des assureurs qui sont aussi très attentifs à la situation géopolitique et notamment à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, suite aux événements de mai 2024, la garantie émeute n'est plus accordée sur le territoire. Pour mémoire, nous avons eu des sinistres émeutes à hauteur d'1,5 milliard contre 150 millions d'euros de primes. Autre sujet de préoccupation pour les assureurs, c'est le dérèglement climatique. Les réglementations environnementales font augmenter le coût des sinistres. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il faut s'attendre à une répercussion? Au premier semestre, les pertes assurées, selon Swiss Re, sont de l'ordre de 60 milliards de dollars, dont 70% dus aux vents violents, aux orages violents, aux US. L'augmentation des pertes est due principalement en raison de l'augmentation des populations urbaines, de la valeur des biens immobiliers, ainsi que l'inflation. La France a été également touchée cet été par de violents orages et les dégâts qui en découlent. En raison des résultats dégradés des catastrophes naturelles depuis plusieurs années, la surprime augmentera de 12 à 20%. Au 1er janvier 2025, pardon. Seulement au 1er janvier, voilà. Oui, heureusement, pas avant. Comment est-ce que les assureurs anticipent ces risques? Ils anticipent une augmentation des sinistres d'intensité et de fréquence. Pour preuve, les météorologues estiment que le réchauffement climatique a augmenté de 20% les précipitations. Alors, ce qui pose quand même la question de l'assurabilité, les assureurs qui ne veulent plus assurer que les mauvais risques, quelles conséquences pour les entreprises? La prévention des risques est essentielle pour réduire la fréquence et l'intensité des sinistres. C'est une condition sine qua non pour obtenir des bons renouvellements. Alors, quels conseils, en tant qu'expert, vous auriez à donner justement à vos clients, aux entreprises, pour renouveler au mieux les contrats, pour les négocier au mieux? La collecte des données est primordiale. En effet, les assureurs sont attentifs à la qualité des informations fournies sur la localisation des biens, sur l'exposition au risque, ainsi que la sinistralité. Ce que nous pouvons donner comme conseil, c'est de casser un peu les programmes en étudiant la mise en place d'une captive ou bien en optimisant avec une solution paramétrique pour combler les lacunes de capacité en CAT. Il est également intéressant de s'appuyer sur la réassurance ou le marché de Londres. Merci beaucoup, Patrick, pour ce tour d'horizon très complet. Merci. Et on poursuit avec une bonne nouvelle, elle concerne la responsabilité civile des entreprises. Les assureurs font les yeux doux aux clients, c'est plutôt bon signe. On voit ça avec vous, Christelle Kosicki, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directrice du département Grandes Entreprises Internationales de Waskeal. Alors, grande tendance sur le marché de la responsabilité civile, la volonté des assureurs de reconquérir de nouveaux clients. Donc, c'est plutôt bien pour les entreprises. Ça veut dire plus de souplesse dans les renouvellements? En effet, les assurances affichent à nouveau cette année une volonté de développement d'affaires nouvelles et une certaine souplesse dans leur renouvellement, pour autant bien entendu que le dossier technique qui leur est présenté soit de qualité. On constate également, pour ce qui concerne le segment des grands risques, un recours plus fréquent à la LTA, sans majoration cette fois, c'est-à-dire validant un maintien du budget. En synthèse, je dirais que les assureurs de la branche responsabilité civile affichent une stabilité. Alors du coup, comment réagissent les entreprises? Elles n'hésitent pas à mettre les assureurs en concurrence? Oui, les entreprises sollicitent des consultations de marché dans l'espoir, et on peut les comprendre, de voir leur budget s'améliorer. Ce que l'on constate également, c'est une grande fébrilité dans la remise d'offres conceptuelles. Et là, je dirais attention à la déception lorsque le dossier passera en phase de placement effectif sur le marché. Mais est-ce qu'on peut espérer une baisse des prix? Oui, mais pas systématiquement. Les dossiers sinistrés, ceux ayant des activités sensibles ou alors les affaires ayant été trop fréquemment remises sur le marché ces dernières années n'attiseront pas la convoitise des assureurs. Pour 2025, y a-t-il une tendance particulière que l'on observait déjà l'an passé? Clairement. Le sujet des implantations aux États-Unis continue d'inquiéter et d'impacter les programmes internationaux de nos clients. L'évolution à la hausse du montant des sinistres se poursuit, notamment concernant le sujet auto-liability.
Les assureurs exigent donc une augmentation des capacités locales, alors même que le marché y est localement tendu à l'extrême. Cela impactera parfois significativement la part de primes allouée à la filiale américaine de nos clients concernés. Y a-t-il des évolutions d'ordre légal ou réglementaire qui pourraient impacter les conditions de marché, à court terme tout d'abord? À court terme, le sujet des PFAS ou polluants éternels, vous savez, ces substances chimiques utilisées dans de nombreux produits de consommation. Leur impact sur la santé et l'environnement inquiète à juste titre et rend difficile l'évaluation des risques induits. Eh bien, les réassureurs et les assureurs travaillent depuis quelques mois à la rédaction d'une clause visant à exclure les conséquences dommageables dues en fait, à l'utilisation de ces produits. Et à moyen terme? À moyen terme, la mise à jour de la réglementation européenne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, visant à élargir la responsabilité à de nouveaux types de produits, notamment les produits numériques. On pense à l'intelligence artificielle, au logiciel. Rappelons quand même l'impact de cette directive qui implique une responsabilité sans faute des producteurs ainsi qu'une réparation intégrale des préjudices. Nécessairement, l'évolution de la directive impactera les conditions d'assurance. Et pour ces conditions d'assurance, justement, est-ce qu'il y a des différences d'approche en fonction de la taille des entreprises? Alors non, pas de différence quant à l'évaluation des risques. En revanche, une différence peut-être un peu plus marquée à noter, qui concernera le segment des PME. Celles-ci souffriront sans doute à nouveau cette année des majorations de conjoncture appliquées pour contenir en fait l'évolution du coût des sinistres. Alors, comment est-ce que vous voyez, pour conclure, les mois qui viennent? Et puis, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à vos clients là, qui nous regardent? Alors, ma vision des mois à venir, je l'ai un peu annoncé en introduction, une certaine stabilité du marché. Le conseil est toujours le même en fait, maintenir un bon niveau de communication, donner de la visibilité sur la gestion de vos risques et puis échanger de façon fluide et régulière avec votre courtier et vos assureurs pour mieux anticiper vos renouvellements. Merci beaucoup, Christelle. En tout cas, on a bien compris que vous étiez aux côtés des entreprises pour les aider justement à limiter les hausses de primes. On poursuit avec le risque cyber, car la question n'est plus de savoir si les entreprises vont subir une cyberattaque, mais quand. On voit ça avec vous, Diego Sainz, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent risque cyber chez Verspiren. Alors, on avait quand même pas mal de craintes liées aux Jeux Olympiques, mais le risque cyber a été bien géré. Quel impact ont donc eu les Jeux Olympiques, les JO, sur les risques cyber? Alors, la cybersécurité des Jeux Olympiques, elle a été globalement bien gérée. Par exemple, on a noté 141 incidents de sécurité seulement, dont 85 qui ont été notés avec peu d'impact. Ça implique aussi qu'il y en a eu 15% qui ont eu un impact significatif qui aurait pu mettre à mal l'organisation des Jeux Olympiques, mais globalement plutôt positif. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que la menace elle reste forte, en particulier avec le développement de l'intelligence artificielle. Notamment, on a observé de nombreux malwares qui ont été développés sur la base d'outils dopés à l'intelligence artificielle. On a également des emails d'hameçonnage qui ont été écrits par des outils sur base de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui augmente de manière assez conséquente le risque, ainsi que le contexte des conflits internationaux, notamment en Russie-Ukraine ou dans le Proche-Orient. Il y a également des fuites de données sur les prestataires d'externalisation qui ont défrayé la chronique assez récemment, et des pannes informatiques mondiales de type CrowdStrike qui ont atteint beaucoup d'entreprises dans le monde entier. Oui, la menace est partout, elle augmente même. Alors, quelles sont les grandes tendances de renouvellement pour 2025? Le contexte est, malgré ces risques, plutôt favorable aux assurés? Alors oui, le contexte il est très favorable pour les assurés, notamment avec des primes qui sont ou constantes ou en baisse, et de même pour les franchises, en raison des résultats techniques qui ont été plutôt satisfaisants pour les assureurs. Néanmoins, les assureurs restent très vigilants sur la gestion des risques, en particulier sur des sujets comme l'authentification multifacteur ou le MFA, et la gestion par exemple des comptes administrateurs ou des comptes à privilèges, qui est aujourd'hui deux sujets qui sont mis au premier plan au niveau des études cyber. Ce que je pourrais conclure par rapport à cette question, c'est que c'est l'opportunité en fait de revoir ces contrats pour s'assurer au bon niveau, et notamment c'est l'occasion pour les plus grandes entreprises de mettre en place des lignes excess pour s'assurer à un bon niveau et de le faire à des prix qui peuvent être très très intéressants par rapport aux années précédentes. Et qu'en est-il pour les TPE-PME? Alors, ce sont des entreprises particulièrement vulnérables. Est-ce qu'il y a des conditions d'assurance particulières pour ces entreprises? Est-ce que, par exemple, les conditions de souscription sont simplifiées?
Alors oui, donc les TPE-PME, ils ont des conditions particulièrement favorables en ce moment, notamment en raison du nombre d'assureurs qui est présent sur ce segment, avec l'arrivée de nouveaux entrants, notamment sur le marché français, et également l'arrivée de solutions innovantes qui intègrent notamment des solutions de cybersécurité à leur proposition d'assurance cyber. On négocie donc pour nos clients des conditions qui sont très favorables, et notamment avec des process de souscription qui sont très simplifiés, très rapides, et qui permettent de faire gagner du temps en fait, aux équipes en interne de chez nos clients. On continue également à développer des services de prévention clés en main pour nos clients, parce que ça reste très très important pour les TPE-PME, afin de les accompagner dans leur montée en maturité, notamment via notre solution Cybermesure. Alors, à quoi s'attendre pour 2025 sur ce marché? Les sinistres vont augmenter, mais vous évoquez un retournement du marché peut-être en 2025? Alors, en fait, on s'attend à une augmentation des incidents majeurs, tels que par exemple les pannes, les fuites de données, qui mèneraient en fait à une intensification de la sinistralité. On peut s'attendre également à des nouvelles campagnes de ransomware, comme on a pu avoir il y a quelques années. Donc les ransomware, logiciels rançon qui sont très, très violents pour les entreprises. Et l'impact du renforcement des différentes réglementations, comme par exemple la réglementation européenne NIS2 ou notamment le RGPD, qui peut entraîner un possible retournement de marché. Donc, comme on a pu voir par le passé, le marché du cyber peut aussi bien se durcir que s'assouplir. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Après, il y a un deuxième scénario qui est plutôt sur la continuité, donc en restant en fait dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Oui, puis un marché qui voit aussi arriver de nouveaux acteurs. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Diego. On retiendra donc qu'il est moins compliqué quand même pour les entreprises de s'assurer contre le risque cyber, notamment avec ces nouveaux acteurs qui ciblent particulièrement les TPE-PME. Merci beaucoup. On poursuit avec les flottes automobiles. Avec vous, Mathieu Carrick, directeur des flottes automobiles. Bonjour. Alors, les flottes automobiles, c'est un secteur qui est très sensible au contexte économique, politique, géopolitique. Mais qu'est-ce qui impacte le plus les flottes automobiles ? C'est compliqué de répondre à cette question. J'ai envie de dire que l'ensemble des faits que vous venez de nommer impactent le marché de l'assurance automobile, le marché de l'assurance globale d'ailleurs. Il l'impacte de manière assez violente puisque les assureurs sont des preneurs de risques. Et aujourd'hui, par rapport à l'instabilité qu'on vit, économique, politique, on a des assureurs qui sont de plus en plus prudents sur ce marché. Et donc, ce n'est pas forcément des points qui sont très positifs pour un dynamisme sur le secteur de l'assurance automobile. Et oui, parce qu'on note toujours une inflation des coûts sur ce marché automobile. Exactement, on continue effectivement à voir les coûts évoluer. Il y a deux sujets par rapport à ce point-là. Il y a l'évolution du marché vers l'électrique, et on a une sinistralité qui est tout à fait spécifique sur l'électrique, et avec des coûts de réparation qui sont plus importants, et ça c'est aussi un élément qui inquiète un peu les assureurs. Et puis l'inflation, vous en avez parlé. On continue sur une courbe croissante. On en parle beaucoup pour les particuliers. Aujourd'hui, il y a une inflation qui se réduit sacrément sur les biens de consommation. Ce n'est pas le cas pour la réparation automobile. Et l'indice de référence, qui est l'indice SRA, continue de croître. On est à plus 7 ou plus 8% à peu près cette année, après plusieurs années à plus 10%. Donc c'est encore quelque chose qui va impacter le marché et impacter nos clients. Oui, mais il y a une tendance quand même, c'est l'utilisation des pièces de réemploi. Ça permet de limiter un peu la casse, entre guillemets. Alors, c'est le cas pour les particuliers davantage que pour les entreprises aujourd'hui, mais c'est un élément qui mérite toute notre attention. C'est une réalité. En fait, les entreprises aujourd'hui investissent sur des véhicules et sur leur flotte plutôt sur des délais qui sont en général de 3 ans. Et donc, ça ne laisse pas forcément le temps à l'offre de pièces d'occasion de se mettre en place. Donc, pour les particuliers aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Par contre, on a des entreprises très sérieuses qui se mettent sur ce marché-là. Et puis, il faut juste attendre un petit peu que l'offre se développe. Mais il y aura des vrais intérêts à terme sur la baisse des coûts par l'intervention de ces pièces de réemploi, tout à fait. En tout cas, toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même manière. Alors, comment s'annoncent les négociations avec les assureurs? Comment est-ce que vous défendez très clairement les intérêts de vos clients? Comme d'habitude, chaque année, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué. Il faut défendre effectivement, comme vous le disiez, les intérêts de nos clients. Mais si on n'avait pas à le faire, ce ne serait pas aussi amusant. Mais voilà, l'idée, c'est encore une fois d'accompagner nos clients sur la préparation, l'anticipation. Christelle en parlait tout à l'heure. Le premier point sur lequel on va travailler, c'est sur cette vision des risques et d'aider les assureurs qui ont plutôt une vision pessimiste et, comme je le disais tout à l'heure, qui sont plutôt prudents, à revoir un peu leurs conditions. Ils ont tendance à provisionner beaucoup. Et donc là, on travaille en amont avec eux pour baisser leur vision statistique pour nos clients. Le deuxième sujet, c'est d'accompagner les clients sur la baisse de leurs coûts. Et là, pour le coup, on fait intervenir nos réseaux de réparateurs, réseaux d'intervenants sur les bris-glaces aussi. Je parle juste du bris-glace rapidement, mais typiquement, c'est un élément de la voiture qui coûte de plus en plus cher et il faut privilégier la réparation plutôt que le remplacement. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille. Sur les réseaux de réparateurs aussi, il est important de savoir qu'on négocie nos conditions parfois sur 1 an, voire 2 ans, ce qui permet aussi de maîtriser les coûts pour nos clients. Donc le recours à ces réseaux est très important. Et puis un dernier point sur les experts.
On travaille beaucoup avec des réseaux d'experts aussi. Le but du jeu, c'est de gagner du temps dans l'immobilisation des véhicules. Et ça, ce sont également des points qui permettent d'améliorer une statistique pour nos clients. Et puis il y a un point quand même aussi essentiel, c'est la prévention. Est-ce que les entreprises y sont sensibilisées? De plus en plus. Alors il y a un chiffre qui apparaît derrière moi, qui est un chiffre qui peut faire peur, mais il est impactant, il est important et il touche toutes les entreprises. On l'évoquait tout à l'heure, toutes les entreprises commencent à penser vraiment de manière très sérieuse à la prévention et elles se professionnalisent même presque sur le sujet, c'est-à-dire qu'on dépasse juste l'idée de la prévention automobile pour le coup. Il y a aussi une notion de RSE derrière, mais les entreprises mettent de plus en plus d'investissements sur ce sujet-là et quand je dis elles se professionnalisent, c'est-à-dire qu'elles vont jusqu'à de la formation complémentaire qui n'est pas juste liée à de l'information, liée à du sinistre, mais vraiment de la formation des conducteurs, la formation des équipes, et également dans le management. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est que dès lors que la prévention vient du management et que vous avez, je prends l'exemple, mais vous avez un collaborateur qui part sur la route, il ne revient pas parce qu'il y a eu un accident, c'est pas viable pour un manager. Donc il y a un vrai sujet pour lui, et ça, les entreprises ont fini par le comprendre, et donc il y a ce vrai relais au niveau du management pour la prévention, c'est un vrai point fort pour nous. Et je vous glisse juste l'information, mais de plus en plus, on amène nos clients à rencontrer les assureurs et à montrer ce qu'ils font en matière de prévention, en matière de formation. Les assureurs sont très demandeurs, ils en ont besoin de ces informations-là, et ça aide beaucoup à améliorer les conditions de renouvellement qui sont proposées. Oui, ça rassure les assureurs. Exactement. On avait beaucoup parlé ensemble l'année dernière des nouvelles mobilités, et là, le sujet est un peu moins d'actualité. Il est un peu toujours, le vrai sujet en fait c'est toujours l'électrique quasiment aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure avec une vision un peu négative en parlant d'une sinistralité particulière. Il y a un sujet qui est plus intéressant et pour le coup qui permet de voir les choses un peu plus positivement, c'est que on progresse sur ce marché-là, même s'il y a eu un petit stop. On n'y va pas de manière trop forcée, même si c'est un impératif pour toutes les entreprises, mais ça permet surtout à tout le marché qui entoure cette électrification des flottes d'évoluer vers cette solution-là. Et donc en fait, on voit les batteries qui progressent, la sécurisation des batteries qui s'améliore, les matériaux qui sont utilisés, qui sont de moins en moins des matériaux dangereux ou qui nécessitent des extractions lourdes en termes d'impact environnemental. Et donc ces éléments-là aident à imaginer que demain, il y a un bel avenir pour l'électrique et plus forcément la même fragilité ou la même prudence de la part des assureurs. Donc plutôt des belles solutions d'assurance et un beau marché sur l'électrique. Donc la mobilité, oui, et on y va plutôt pas si mal que ça. Voilà, on y va doucement. Voilà, Mais doucement, exactement. Une toute dernière question. Vous aviez annoncé l'année dernière la suppression de la carte verte. Alors, Oui. est-ce que ça a eu des effets positifs? Oui, plutôt. L'idée était assez simple, créer un fichier qui permet d'identifier les véhicules qui sont assurés, simplifier les démarches bien sûr pour nos clients, et c'est ce qui s'est passé. Après, on pouvait s'y attendre. Au niveau de la loi Badinter, on couvre des véhicules terrestres à moteur qu'ils souhaitent immatriculer ou pas. Et là, clairement, la réglementation a fait que tous les véhicules immatriculés sont bien identifiés et on n'a plus de carte verte pour ces véhicules-là. C'est un vrai gain aussi pour nos clients. Simplement, de ce fait-là, tous les véhicules non immatriculés, je pense particulièrement aux engins, il faut les identifier, il faut les référencer. Et puis pour chacun de ces engins-là, il faut une carte spécifique. Donc on a juste adapté notre mode de fonctionnement, on accompagne les clients. C'est une source d'inquiétude parce qu'il faut les identifier pour eux, mais on a des solutions et ça avance bien. Merci beaucoup Mathieu pour ce point Merci à vous. très complet. Merci à vous tous. Voilà pour ce tour d'horizon des grands risques qui concernent toutes les entreprises. On va maintenant s'intéresser à deux nouveaux risques, le transport et les risques politiques. On marque une courte pause, on se retrouve bien sûr dans un instant. Merci d'avoir patienté. Nous poursuivons ce webinaire avec deux nouvelles branches, le transport et les risques politiques. Un petit rappel avant ça, donc avant de donner la parole à nos deux experts, je vous rappelle qu'un inventaire exhaustif des risques est disponible dans le document L'état du marché de l'assurance Perspective 2025, document que vous pouvez télécharger à partir du 23 octobre. Et puis autre information, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisque vous savez, il y aura une séquence questions-réponses, et bien sûr on répondra à ces questions à la fin de ce webinaire. Allez, on commence tout de suite avec le marché de l'assurance transport, avec vous Paulin Palis. Bonjour Paulin, vous êtes responsable de souscription, référent technique du département maritime et transport. Alors, qu'est-ce qui caractérise le marché? Apparemment, le marché est plus souple, plus attractif? Oui, absolument. Je dirais qu'après quelques années de navigation à vue, l'assurance transport retrouve des eaux plus calmes et un horizon qui s'est éclairci. Un marché qui est caractérisé par deux points essentiels. Tout d'abord, son attractivité. C'est un marché évidemment ultra dépendant des échanges de marchandises au niveau mondial, qui après avoir connu une baisse en 2023 repart à la hausse de près de 3% en 2024. Et c'est un marché attractif aussi et surtout grâce à son taux de sinistralité qui reste bon, qui permet aux assureurs de maintenir des résultats techniques de rentabilité. Alors comment on l'explique? C'est lié à l'arrivée de nouveaux entrants et une concurrence qui devrait être favorable donc aux assurés? Absolument, c'est aussi effectivement un marché dynamique avec l'entrée sur les 4 dernières années de 6 nouveaux acteurs
sur un marché qui pourtant ne manquait pas de capacité. Donc on voit un vrai surplus de capacité et qui vient entraîner une concurrence accrue entre ces acteurs, permettant des placements ou des renouvellements qui vont s'avérer le plus souvent favorables, puisque cette concurrence va pousser à la fois les assureurs, entre guillemets, historiques, déjà en place, à vraiment maintenir leur portefeuille. C'est une vraie caractéristique que l'on retrouve sur le marché. Et les assureurs entrants, bien évidemment, à vouloir conquérir des parts de marché et donc se constituer un portefeuille. Il y a quand même quelques bémols à cette tendance positive. Quelques bémols, plus que des bémols, je dirais des points d'attention, parmi lesquels notamment et principalement la situation géopolitique mondiale, bien sûr, la guerre en Ukraine depuis plus de 2 ans maintenant, dont le marché a tiré des leçons et a réduit les garanties accordées pour les risques de guerre au 1er janvier 2024, mais également le conflit au Proche-Orient, qui a eu de nombreuses conséquences. Ça a poussé les rebelles houthistes au Yémen à attaquer de manière plus récurrente les navires marchands croisant en mer Rouge, navires qui soit empruntent, soit sortent du canal de Suez. Il faut bien avoir en tête que le canal de Suez représentait 15%, voyez passer 15% des échanges de marchandises mondiales et près de la moitié des échanges entre l'Asie et l'Europe. Ces navires, pour beaucoup, se sont détournés en passant par le cap de Bonne-Espérance, ce qui a eu d'autres conséquences. L'allongement, évidemment, des durées de transport, presque 30% de plus, mais aussi l'inadaptation des infrastructures logistiques et portuaires le long de cette route et qui sont incapables d'absorber un flux aussi élevé. Et également aussi, par exemple, la piraterie dans le golfe de Guinée. Et puis il y a un autre point d'attention qui est là, le dérèglement climatique. On en parle beaucoup. Le dérèglement climatique, évidemment, comme pour toutes les branches, l'assurance transport est impactée. On parlait tout à l'heure, à l'instant, des navires passant par le cap de Bonne-Espérance. Dernier hiver dans l'hémisphère sud, il y a des épisodes météorologiques très intenses se sont déclarés. Les navires ont rencontré des conditions de navigation très difficiles et il y a eu beaucoup de pertes de conteneurs en mer sur une période assez réduite. Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention pour les assureurs? Il y a d'autres points d'attention, parmi lesquels j'aimerais surtout citer notamment l'accélération et la survenance d'événements maritimes majeurs sur un laps de temps assez court en quelques années. Homère dans l'Odyssée disait qu'il n'y a rien de plus terrible que la mer pour dompter un homme. Je pense qu'on peut donner la même formule pour l'assurance transport. Et le dernier exemple en date, c'est le porte-conteneur Dali, qui, il y a quelques mois, s'est encastré dans un pont au port de Baltimore, a engendré son effondrement. Les dernières estimations parlent d'un sinistre à d'un coût de plus de 4 milliards de dollars et on estime que ça sera certainement le sinistre le plus important de l'histoire de l'assurance maritime. Alors comment mieux gérer les renouvellements pour 2025 dans ce contexte? Le principal conseil que l'on peut donner à nos clients est de vraiment avoir une connaissance très fine et développée de leur flux logistique et de leur flux de transport. Savoir où se trouvent leurs marchandises, quels moyens de transport elles empruntent, par quelle zone elles passent et quels sont les intervenants en transport. Merci beaucoup Paulin pour ces précieux conseils. Et vous en parliez, ce risque d'embrasement au Proche-Orient, mais aussi la guerre en Ukraine, les relations de plus en plus tendues entre la Chine et les États-Unis, le terrorisme, l'instabilité politique et géopolitique reste élevée. Face à ces risques politiques, les assureurs adoptent une stratégie équilibrée. C'est ce qu'on voit avec vous, Simon Grignon, directeur chez Platus. On va en parler bien sûr, mais j'aimerais tout d'abord qu'on parle de cette assurance qui existe contre les risques politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, c'est une assurance qui est primordiale dans la sécurisation à l'international des exportateurs et des investisseurs. Ça vise avant tout en fait un marché qui est celui du marché des exportateurs, mais aussi des investisseurs à long terme qui ont des actifs, principalement dans des pays émergents, mais pas que, qui ont des actifs comme par exemple des usines, mais également des entreprises de stockage. Et dans ce cas-là, ces assurés-là, on vient les sécuriser sur 2 types de risques. Des risques vraiment politiques en tant que tels, et donc là, on va couvrir le risque de confiscation ou d'expropriation de ces actifs, mais également en fait la destruction physique suite à des violences politiques. Je crois qu'on en a parlé un petit peu précédemment dans le dommage aux biens notamment. C'est souvent des choses qui sont exclues des polices dommages aux biens et qu'il faut vraiment maintenant, où il y a un marché de la violence politique, il faut sécuriser en tant que tel. Ça vient couvrir aussi tout ce qui est conflit armé et qui aurait un impact sur l'exécution des contrats qui seraient garantis. Ça vient couvrir aussi, et on le voit de plus en plus, des restrictions de transfert de devises à l'international, mais également, et ça on l'a vu très récemment, des sanctions internationales ou des embargos. Ça c'est le premier plan. Le deuxième point, c'est aussi du risque financier. Et là, on est vraiment dans de l'assurance crédit à l'international. Et dans l'assurance crédit à l'international, on vient couvrir le non-paiement des acheteurs étrangers et également le risque de non-remboursement de dettes de pays étrangers. Alors cette assurance, elle est peu connue des entreprises, mais elle est néanmoins indispensable. Alors, je pense qu'elle est peu connue de certains assurés, mais elle est très connue des grands exportateurs et des grands investisseurs. Je pense qu'ils savent l'utiliser très bien depuis de nombreuses années. En revanche, je vous rejoins, je pense qu'effectivement, sur le segment des PME et des ETI, il y a un travail de pédagogie que ce marché doit faire pour montrer en fait l'intérêt de ces polices d'assurance qui viennent
serait en quelque sorte sécuriser le commerce existant d'exportation de ces sociétés, et voire même un peu plus. C'est-à-dire qu'ils pourraient même sécuriser du nouveau chiffre d'affaires en sécurisant des opérations que ces entreprises n'auraient pas forcément prises en raison des risques politiques. Alors revenons justement sur cette actualité géopolitique dense et intense ces derniers mois. Quel impact sur les marchés? Alors, sur ce marché-là, je pense qu'il y a deux côtés à chaque fois dans un marché. Je pense que sur le marché de la demande, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'effectivement la demande est forte. Du fait du contexte géopolitique, du fait du contexte économique, les entreprises sont très demandeurs d'assurance. De l'autre côté, en revanche, côté assureur, évidemment, je ne vais pas non plus vous surprendre, les assureurs sont plutôt prudents dans leur approche. Globalement, ou plutôt spécifiquement, les primes peuvent augmenter sur certaines zones. On travaille justement à sécuriser un peu aussi. Maintenant, on peut peut-être faire un petit panorama justement de ces zones géographiques. Bien sûr, des zones à risque. Exactement, et je pense que Paula en parlait juste avant, notamment le Proche-Orient. Aujourd'hui, objectivement, c'est des zones qui sont inassurables, que ce soit le Liban, Israël ou la Palestine. Aucun assureur ne souhaite se positionner dans l'état actuel. En revanche, sur la zone autour, les assureurs sont également prudents parce qu'il y a un risque d'escalade du conflit qui fait que les assureurs peuvent avoir des positions un peu prudentes. Mais pour autant, pour un petit peu contrebalancer ce que je viens de dire, je pense que le marché sur lequel on est le plus sollicité, c'est probablement l'Égypte, et les assureurs savent encore répondre présent aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'Afrique subsaharienne, de la Chine aussi? Je pense que sur l'Afrique subsaharienne, il y a deux enjeux majeurs. Je pense qu'il y a d'une part le risque sécuritaire, le risque politique, principalement pour les pays qui ont connu des coups d'État ces dernières années. Je pense principalement évidemment au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où les assureurs sont inquiets à court et moyen terme sur la stabilité de ces régimes. Et puis après, il y a un risque financier qui est un peu plus global sur ces pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que c'est des pays qui se sont beaucoup endettés sur ces dernières années parce que les taux d'intérêt étaient relativement bas. Vous le savez très bien, sur l'année 2024, les taux sont remontés très fortement, et il y a une forme d'inquiétude sur leur capacité à honorer les engagements financiers qu'ils ont pris. Et on peut noter qu'en 2024, déjà, il y a la Zambie et le Ghana qui ont déjà fait défaut sur leurs dettes. Et les assureurs sont notamment inquiets sur des locomotives économiques que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on sait que beaucoup d'entreprises françaises exportent dans ces zones-là sur leur capacité à faire face à la soutenabilité de leurs dettes. On s'intéresse aussi beaucoup à l'élection américaine. En quoi le résultat pourrait changer les choses? Alors l'élection américaine, vous savez, en 2024, je crois qu'il y a 4 milliards d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Après, l'élection américaine, elle a forcément un rôle un peu différent parce que c'est l'élection qui a un impact du fait de la puissance américaine sur l'économie internationale, sur des conflits qui sont en cours. Je pense que les assureurs sont forcément en train de scruter cette élection, et particulièrement sur les zones qui peuvent nous intéresser, c'est notamment sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine et de voir quel sera l'impact sur le soutien ou non, la continuité de soutien, et d'autre part aussi sur la relation entre les États-Unis et la Chine, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une autre zone de conflit qui est assez forte, un conflit à travers des mesures contre mesures, et on sait que la relation entre les États-Unis et la Chine a un impact ensuite sur la relation entre l'Union européenne et la Chine, et a beaucoup Et tout ça fait monter les prix. tout ça, en tout cas sur la Chine, pour vous donner un exemple très concret, je pense que sur la Chine, en l'espace de 2 ans, les prix ont quasiment doublé pour couvrir le risque d'expropriation. Et je ne vous parle même pas de si vous êtes un assuré américain, et je ne vous parle même pas de si vous êtes un assuré qui travaille dans le secteur de l'électronique et particulièrement des microprocesseurs ou ce genre de choses, où là, c'est complètement inassurable. On va parler de la France quand même, avec les émeutes qui ont coûté cher aux assureurs. Ça pose toute cette question de l'assurabilité. Les assureurs sont de plus en plus sélectifs. Je pense qu'effectivement, on en a beaucoup parlé dans la presse. Je pense que les assureurs ont subi des grosses pertes, effectivement, avec les émeutes de Noël dans un second temps, et puis après les événements en Nouvelle-Calédonie. Je pense que les assureurs aujourd'hui sont très inquiets de la situation aussi dans les territoires d'outre-mer, comme par exemple la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe, notamment contre les manifestations contre la vie chère actuellement. Pour autant, sur l'aspect inassurable, je pense que peut-être du fait aussi de notre position chez Platus d'avoir un agrément Lloyd's, nous avons accès en fait à tous les assureurs internationaux. Donc, on ne se limite pas uniquement aux assureurs français. Donc, on peut trouver de la capacité aussi ailleurs. Oui, non, parce que toute la question quand même sous-jacente, c'est est-ce qu'il est encore possible de trouver une assurance, de s'assurer dans ces régions et ces zones à risque? Bien sûr. Après, je vais continuer ma réponse dans une certaine mesure. Je pense qu'aujourd'hui, le marché du risque politique et des assureurs, avec l'accès à tous ces assureurs, c'est entre 50 et 60 assureurs. C'est énorme, ça a augmenté de manière vertigineuse ces dernières années. Et en fait, entre ces 50 et 60 assureurs, il y a des appétits de risque très différents. Il y a des assureurs qui se sont spécialisés sur le continent africain, d'autres qui se sont spécialisés sur le Moyen-Orient. Et c'est justement le rôle du courtier de naviguer entre ces appétits et trouver des solutions. Merci Simon. Bon, les risques politiques, bien sûr, sont à prendre très au sérieux, mais pas de panique, on peut trouver une assurance, même si
voilà, on est une entreprise qui exporte et qui travaille à l'international vers les zones à risque. Je vous le confirme. Merci beaucoup, Simon. Merci en tout cas à vous tous. Vos analyses, vos expertises, vos conseils sont évidemment précieux. Les entreprises ont désormais toutes les clés en main pour bien négocier le renouvellement de leur contrat en 2025. On va dans quelques instants répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat, mais tout de suite, on marque une pause. Nous nous retrouvons donc pour les questions. Nous avons eu beaucoup de questions. Alors pour des questions de temps, bien sûr, on ne pourra pas répondre à toutes, mais rassurez-vous, un expert, Verspiren, reviendra vers vous. Nous avons donc sélectionné 3 questions. La première, pour Paulin. Est-ce que l'assurance RC des professionnels des transports profite aussi d'une situation de marché favorable? C'est une très bonne question. On va parler effectivement d'une situation de marché plus favorable, notamment avec une concurrence accrue entre les acteurs. Le marché de la RC des professionnels du transport profite moins de cet état de fait de concurrence, puisque tous les assureurs qui sont entrés sur le marché n'ont pas tous ouvert une branche responsabilité civile des transporteurs. Ils se sont tous positionnés sur les garanties marchandises transportées, qui sont des couvertures de dommages, mais ne sont pas tous allés sur la responsabilité civile. Et la responsabilité civile des transporteurs reste historiquement un marché à la sinistralité plus compliqué, et qui dit responsabilité civile dit aussi une technicité plus forte et plus d'incertitude. Merci Paulin. Deuxième question pour vous, Christelle. Une question donc pour la responsabilité civile des entreprises. Face aux difficultés de déploiement des programmes d'assurance, est-il pertinent d'envisager la souscription de polices locales indépendantes du programme global? Excellente question, oui. Excellente question également, que d'ailleurs certains de nos clients se sont déjà posés au moins une fois dans l'année. Nous vivons dans un monde aujourd'hui gouverné par la réglementation, par les contraintes, et les contrôles se multiplient. D'où cette question sous-jacente. Alors ce que je vous dirais, il n'y a pas de réponse simple en fait à cette question. Un programme international, pour fonctionner, doit répondre aux structures particulières de nos clients et à ses besoins. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que nous nous sommes prêtés à l'exercice visant à obtenir une cotation locale qui soit déconnectée d'un programme international, systématiquement, le niveau de garantie proposé par le programme international était mieux-disant et souvent de loin en comparaison à la police locale, et très souvent, sur le plan tarifaire également, le coût d'une police locale que l'on appelle stand-alone n'est pas beaucoup moins élevé que le coût de la police locale attachée à un programme réassuré. Donc vous penchez plutôt pour le programme global? Je penche plutôt pour de la souplesse. Voilà, un programme qui, pourquoi pas multidimensionnel, et qui s'adapte vraiment au mode de fonctionnement de nos clients. Merci Christelle. Dernière question pour vous, Patrick. Elle concerne cette surprime CatNat. Est-il possible de négocier justement cette surprime liée aux catastrophes naturelles? Malheureusement, il est impossible de négocier cette surprime, puisque en réalité, elle fonctionne par décret, donc par le biais de l'État, et par conséquent, c'est une surprime étatique. Donc la réponse, claire, nette, précise, voilà, pas de négociation possible. Pas de négociation possible sur cette partie-là. Voilà. Mais il y a une autre partie sur laquelle ça serait possible de négocier? Alors c'est plus difficile, c'est de négocier avec l'assureur, mais oui, ça c'est une autre histoire. Il y a peu d'espoir, bon, Voilà. On l'a bien compris. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Ce webinaire touche à sa fin. Merci à tous les experts qui se sont succédés sur ce plateau pour vous informer au mieux, pour vous aider à mieux renouveler vos contrats en 2025. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, un dernier rappel, vous pouvez consulter l'état du marché de l'assurance vu par Verspiren, Perspective 2025, document à télécharger à partir du 23 octobre. Très bonne journée à vous tous.